Bonjour à tous et bienvenue dans JDR Runeterra. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu plus tranquille que d'habitude. On va discuter, donc ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Mais voilà, on va parler des choses essentielles, donc à savoir le système du jeu de rôle que je vous propose, certaines règles également qui pourraient vous donner envie, ou justement vous dire « Ah, peut-être que c'est pas fait pour moi ». Et on va parler du projet que j'ai de vous mettre entre les mains un one-shot en 1 ou 2 épisodes. C'est un one-shot que je propose à mes équipes avant de commencer à jouer avec eux, histoire de voir si leurs personnages collent bien ensemble, etc. Voilà, c'est un petit one-shot, un mid-saison, ce que j'appelle un mid-saison, c'est-à-dire que on part du principe que c'est une réalité alternative où ils se connaissent déjà, et ils ont quitté la carrière, ils ont fini leur carrière principale pour aller dans une autre, c'est l'alternative entre la saison 1 et la saison 2. Donc on va commencer directement avec le système de jeu. Je vais vous parler un petit peu de mon rapport au jeu de rôle, ce qui pourrait vous expliquer aussi pourquoi je suis parti là-dessus. Donc personnellement, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du JDR, mais je suis quelqu'un de très curieux et très passionné. Et surtout, ça fait un certain temps que j'écris, que je design, que je fais du caractère design, que j'écris des histoires, des personnages, etc. J'ai un bon feeling avec le jeu vidéo et le jeu de rôle de manière générale. Surtout, je suis joueur de League of Legends, donc c'est pour ça que l'inspiration de ce jeu et de cet univers immense autour de ce jeu m'a beaucoup inspiré à écrire un scénario de JDR dans cet univers que je trouve très très intéressant. Et j'aime bien tout ce qui touche l'aspect technique sans être non plus dans le trop hardcore. C'est-à-dire vraiment je propose un jeu de rôle assez casual, qui a quand même ses petites spécificités qui peut plaire à tous les joueurs, mais il va être intéressant pour les nouveaux joueurs également, et pour les joueurs qui ont cette petite fibre avec League of Legends, qui aimeraient créer un personnage ou qui attendent potentiellement le MMORPG dessus, parce que justement l'aspect création du personnage va être très très importante et très intéressante. Donc avant de développer sur le système, je vais d'abord parler sur la création de personnages. Il faut savoir qu'il est possible de jouer quasiment absolument tout, sauf les choses qui ne sont pas logiques. Je pense par exemple dans mon JDR, donc dans le lore, dans le scénario du jeu de League of Legends, il y a certaines créatures qui, si on les croise, on a envie de les tuer direct. Elles sont même pas de dialecte humain, donc forcément on va pas pouvoir jouer ce genre de créatures. On peut quand même jouer des personnages un peu ambigus, avec certaines magies un peu spéciales. À partir du moment où on évite de trop se montrer, ça rentre quand même, mais voilà. En termes de créativité, on est vraiment très libre, parce qu'également, tout ce qui va toucher les sorts, les capacités du personnage, peuvent être complètement inventées. Voilà, il n'y a pas vraiment de listing de sorts, il y a un listing de magie. Je vais vous présenter les magies différentes. Il y a possibilité également de faire des combinaisons de magie, mais voilà, le but c'est aussi de vous pousser à la créativité et à l'originalité dans la création de votre personnage. Donc comme je disais, j'ai découvert le JDR il y a à peu près 2 ans, grâce à Fibre Tigre et l'émission Game of Roll. C'était justement sur le lore de Runeterra avec leur épisode Sentinelle, en 3 ou 4 épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Et donc leur système m'a beaucoup plu, donc c'est un système qu'ils utilisent dans le jeu de rôle Aria. Il m'a beaucoup plu parce qu'il reste quand même assez simple d'utilisation. Donc contrairement à un JDR plus traditionnel, on n'a pas les 4 ou 5 grandes catégories qui sont basées sur un D20, mais on a directement, c'est du D100. Voilà, c'est du D100. Je vais vous mettre la fiche perso à côté. Donc on a les 12 attributs principaux qu'on va partager avec les autres joueurs. On va avoir chacun des statistiques dedans, mais on a tous les 4. Oui, parce que c'est un jeu de rôle qui est pour 4 personnes. Il est pensé pour 4 joueurs, 5 avec le maître de jeu. Donc 5 joueurs, c'est une équipe de League of Legends. J'étais un peu parti de ce principe-là, et puis je trouve qu'à 4, c'est toujours intéressant. Après, c'est à vous de gérer, hein. Vous pouvez équilibrer pour être à 3 ou à 5, mais je déconseille moins ou plus, voilà. Donc, les 12 principaux attributs qui vont être partagés entre les 4 autres joueurs. Donc, à côté, on a les spéciaux. Dans les attributs spéciaux, on a 3. Vous pouvez voir qu'il y en a 3 qui sont séparés d'un grand trait. On a 2 spéciaux et un métier. Les spéciaux, justement, c'est ce qui vont déterminer la magie qu'utilisent vos compétences ou la technologie ou tout simplement une caractéristique un petit peu à part que vos compétences vont utiliser. Donc il y en a 2, ça veut dire que dans vos compétences, elles vont dépendre d'un attribut ou d'un autre, ou potentiellement même un peu des deux, mais on en reparlera un peu plus tard. Et ensuite il y a le métier, donc le métier qui va vous permettre de gagner de l'argent, mais également qui peut s'utiliser à certains moments dans l'aventure. Je pense par exemple, je prends souvent l'exemple du métier d'architecte.
On peut par exemple croiser un PNJ à qui on va proposer de lui faire des plans pour qu'il construise sa maison. On va pouvoir gagner de l'argent en vendant ces plans-là. Mais également, quand on rentre dans une maison, on peut essayer d'avoir un petit jet d'architecte pour essayer de voir si on peut pas déceler quelque chose de caché, une trappe ou une incohérence dans l'architecture telle qu'on peut l'avoir étudiée de base. Voilà. On peut mettre des bonus ou des malus selon si l'architecture a pu être observée avant ou justement si c'est une découverte. Forcément, il y a un malus. Mais voilà, ça peut servir à la fois pour gagner de l'argent, mais également à des fins à l'utiliser au quotidien, comme un vrai métier qu'on pourrait utiliser au quotidien. Il y a également 5 autres capacités, 5 autres spéciaux qui pourront être ajoutés pendant le déroulement de l'aventure, puisqu'on peut on peut débloquer des capacités qui dépendent d'un certain jet de dés qu'on écrira directement ici avec la valeur. À propos des compétences, du coup, on a, comme dans League of Legends, on a un passif, 3 capacités et un ultime. Pour le passif, jusqu'à maintenant, on a découvert que le fait d'avoir un passif un peu à double tranchant, c'était assez intéressant. Typiquement, je prends l'idée d'un personnage, j'ai un personnage qui est muet, elle est muette, mais elle est télépathe. Voilà, donc elle ne peut pas parler, par contre, elle peut parler par télépathie. L'avantage et l'inconvénient de ce passif, c'est que, à la fois, elle peut par exemple parler en privé avec quelqu'un au milieu de tout le monde, voilà, parce qu'elle est télépathe. Mais si elle le loupe, elle peut ne pas parler avec cette personne pendant un certain temps, etc. Voilà, ça dépend de la valeur du jet qu'elle fait. Je trouve ça assez intéressant d'avoir un petit peu ce double tranchant. Des fois, je le passe. Après, c'est à vous de voir s'il dépend d'un jet de dés, s'il dépend de la cohérence de votre personnage, etc. C'est un peu à vous de décider. Mais dans l'idée, je propose dans les règles, mais on en reparlera plus tard, ce système-là. Le personnage n'a pas de niveau. Par contre, il peut augmenter le niveau de ses sorts. Dans League of Legends, quand on a un sort, on peut le faire évoluer en upgradant les niveaux de ce sort, et ça va débloquer des capacités différentes, les améliorer, etc. C'est un peu le même système, on commence tous niveau 1, et à force d'utiliser un sort, on va finir par le passer niveau 2, et ça va potentiellement débloquer des nouvelles capacités, ou tout simplement plus de dégâts. Après, c'est un petit peu à vous de voir selon votre imagination, votre créativité par rapport à ce sort, et puis en accord toujours un peu avec le joueur. Et l'ultime, alors l'ultime, c'est un peu particulier parce qu'il y a 3 stacks, mais à l'inverse des 3 sorts du dessus, ça va s'enlever. Donc elles sont tous les 3 chargées, et à chaque fois qu'on utilise l'ultimate, on va enlever une stack jusqu'à arriver à 0, où on n'en a plus. Ça veut dire qu'on a 3 ultimes dans la carrière, sauf que l'ultime en général, c'est quelque chose d'assez fort, qui peut nous sortir d'une situation assez délicate. Voilà. Ensuite, on a les résistances, donc je parle équipement résistance, je vais les mettre ensemble. Pour les résistances, on a de la santé, donc avec des PV de base, et on peut débloquer de la santé avec des items, justement avec de l'équipement, qui vont rajouter des stats de santé, mais également d'armure et de résistance magique. Voilà. Le système d'armure et de résistance magique, il est précisé dans les règles, donc on a, dans les résistances, c'est le global, et dans les équipements, c'est individuel. C'est-à-dire que des équipements peuvent apporter de l'armure, et par exemple, si on a de l'armure sur le torse, on a 10 torses, 10 jambes et 5 pieds, ça fait 25. Et si on se prend un coup ciblé au niveau du torse, on va tanker que 10 d'armure. Par contre, si c'est une déflagration de feu globale sur tout le corps, on va tanker les 25 d'armure. Voilà. Après, j'expliquerai dans les règles comment ça se passe pour la répartition des dégâts, mais voilà, c'est plutôt équilibré. Donc pour les équipements, donc ils vont avoir des statistiques, autant en résistance que attributs également, il va y avoir des statistiques d'attributs. Et également, on peut aussi avoir des enchantements dessus, mais ça on en reparlera également plus tard, dans une prochaine vidéo, je pense, où je ferai un peu plus de détails sur tout ce qui touche la magie, les enchantements, la forge, etc., les métiers, etc., voilà. Dans les équipements également, on peut voir des petits losanges. Alors ça, c'est un petit losange dans lequel on va mettre une couleur, le code couleur qui va attribuer la rareté de l'item qu'on porte. Voilà. Donc dans les codes couleurs, il y en a 6. Il y a le gris et le vert qui normalement sont un peu reliés. Ensuite, on a le bleu qui est bon, le rouge qui est excellent, le orange qui est parfait et le violet qui est légendaire. Il y a tout qui est décrit dans les règles pour expliquer c'est quoi la différence entre la rareté des items. Tout sera expliqué, et, toutes les valeurs également sont précisées dans les règles. Donc je pense qu'on a fait le tour sur la fiche perso. Il va y avoir également, alors il y a un recto et un verso.
Dans le verso, on a le sac, voilà, on commence tous avec un petit sac et on peut le faire grandir au fur et à mesure, en moyen et en grand. On allait avoir un couturier, voilà, et on peut débloquer plus tard des emplacements dans le sac. Et on a les reliques également qui vont, des petites reliques qui, elles, iront directement dans la petite barre au-dessus du sac. Donc voilà l'aspect du système, donc du système descend. Comment ça se passe, par exemple, si je prends mon personnage et qu'il a 80 de force, s'il me fait une action où il va potentiellement vouloir utiliser ses capacités musculaires, son corps, ça peut être un bras de fer, ça peut être défoncer une porte, ça à vous de voir, il va me faire un D100. Si la valeur est en dessous de 80, donc s'il a 80 en force, il faut qu'il fasse en dessous de 80 pour que ce soit réussi. Plus il est proche du 1, et plus ce sera une réussite importante, et de 1 à 5, c'est une réussite critique. Et à l'inverse, plus ça s'éloigne de 80, donc si on est au-dessus de 80, ça devient un échec, voilà. Et plus on est proche du 100, plus on est proche de l'échec critique qui est 95 à 100. La seule chose qui va changer, ça va être pour l'armure et la résistance magique. Il y aura des jets un peu spéciaux. Dans les déplacements, dans tout ce qui touche l'aspect un peu exploration et déplacement des personnages dans la carte, les rencontres, voilà, les choses un peu aléatoires, ça dépendra aussi d'un jet de dés. En général, c'est un D6. C'est un système qui fait ses preuves actuellement, puisque j'ai une équipe avec qui j'y joue depuis 25 épisodes, d'à peu près 4 heures, donc ça fait pas mal d'heures de session. C'est une équipe que j'ai prévenue que voilà, on était sur une bêta. Du coup, je vais continuer à travailler sur ce one-shot que je vais vous proposer. Je vais le mettre dans les liens, dans le Ulule, sur YouTube, je vais en parler, etc. Je vais faire de la communication autour de ça. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Je reviendrai, je pense, prochainement pour une vidéo où on expliquera peut-être un peu plus le système d'équipement, le système des métiers, et tout ce qui touche aussi la magie et les capacités, les compétences, comment on crée un personnage, etc. Les inspirations qu'on puisse avoir. Il faut savoir que de manière générale, on est relativement libre quand même dans la création de son personnage. Il est là de manière cohérente, voilà, il n'y a pas de raison qu'il parte, puisqu'il y a quelque chose qui les maintient tous les 4 de base, et qui les fait continuer dans leur aventure ensemble de manière crédible et cohérente, tout simplement. Moi j'aime bien la cohérence, donc j'hésite pas à la mettre dans mon JDR, parce que je suis le premier à être un peu bêta-testeur en me disant « Ah tiens, mais si j'ai pas envie de rester parce que c'est pas cohérent que je reste », et bah pour le coup j'en ai mis une, donc voilà, tout coule de source, et c'est très cool à voir. J'ai très hâte de vous le mettre entre les mains, j'ai très hâte de le voir prendre vie, et puis bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie à tous, et je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt, et n'hésitez pas à soutenir le projet dans le Ulule, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup.